Internationale de la femme. Dites-nous, Madame Vicentia Bokor, est-ce que ça aura changé quelque chose de célébrer la femme depuis 23 ans, au moins? Oui, ça a changé quelque chose et ça va continuer à changer. Au moins, nous pouvons dire que de plus en plus de personnes prennent conscience que les femmes ont une importance dans la société. Et cette prise de conscience est suffisante pour engranger des succès sur d'autres choses. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et quand vous êtes directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme, comment vous passez une journée comme celle du 8 mars? Alors, ça dépend des années. Cette année, l'Institut n'a pas organisé particulièrement des activités. Promotion plutôt rupture oblige? L'Institut n'a pas organisé d'activités spécifiques cette année, mais l'Institut a participé à un certain nombre d'activités qui ont été organisées un peu partout. Ça a été une journée un peu difficile, comme d'habitude. Promotion, rupture, les raisons sont multiples et multiformes. Non, déjà, à la dernière édition, il n'y a rien eu. On a fait savoir aux femmes, les femmes fêtards, les femmes, les chéries de Boni Yayi, que c'est désormais ça la rupture, non? Mais vous savez très bien que ça fait des années que l'Institut se bat contre cet aspect de la manière de fêter les femmes. Mais quand même, vous devez reconnaître que depuis quelques années, quand même, à l'occasion de des 8 mars, il y a plus d'activités de réflexion, il y a plus d'activités en direction des femmes, plus d'activités concrètes. Avant, il y avait la fête, les foulards, les grandes tenues, etc. Les paraboles, comme on dit. Oui, les paraboles, comme on dit. Et nous qui ne savons pas porter les paraboles, on était bien embêtés de devoir se déguiser ce jour-là. Mais maintenant, quand vous regardez les associations, les structures qui ont comme thématique la promotion de la femme, vous voyez qu'il y a des actions pratiques en direction des femmes. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu dépistage du cancer du sein pour les femmes. Il y a eu... Donc, chacun reste dans son domaine. Et puis, il y a eu des ateliers de réflexion, il y a eu des colloques, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été menées par un peu tout le monde. Est-ce que ça ne leur manque pas? Vous avez fait le sondage. Est-ce que ça ne manque pas aux femmes de ne pas célébrer donc le 8 mars comme on le faisait à la manière folklorique, comme vous le diriez? Non, je ne crois pas, parce que je n'ai pas entendu de plainte. Vous savez... Pas forcément. Non, je n'ai pas entendu de plainte, très sincèrement. Vous savez, les tenues, et les femmes les achetaient avec leur argent, c'était pas offert. Elles ne s'en plaignaient pas non plus. Donc, parfois, on était plus ou moins tenus, parce que pour ne pas se singulariser par rapport aux autres. Et donc, mais je crois qu'avec la conjoncture actuelle, personne ne se plaindra de ne pas avoir à dépenser pour du tissu et des foulards, alors qu'on peut faire autre chose avec cet argent. Gabin Azoma, le 8 mars de Boni Yayi à Patrice Salon, ça change. Et ça change chez les femmes surtout. Oui, c'est tant mieux parce que pour célébrer la femme, on n'a pas forcément besoin de faire du folklore comme on en avait vu par le passé. L'essentiel, c'est de faire en sorte de reconnaître à la femme sa place dans la société, de travailler à sa promotion. C'est déjà le plus important de mon point de vue. Mais comme l'a souligné la directrice, il y a eu des activités. Donc chacun est resté dans le domaine qui est le sien. Donc pour célébrer cette journée-là, je pense que c'est encore plus dynamique de le faire de cette manière que d'organiser des fêtes avec des foulards par-ci par-là. Et puis finalement ne pas faire ce qui est indiqué pour donc que la femme soit bien vue dans nos sociétés. Oui. Oui, c'est vrai que nous devons être quand même unanimes sur le fait que la femme mérite d'être célébrée. C'est vrai que depuis quelques années, on est en train de passer de cette couleur festive parce que il faut véritablement réfléchir un peu sur les conditions sociales de nos femmes, surtout des femmes rurales. Et j'ai constaté que depuis quelques années, les thématiques retenues très souvent
porte un peu des empreintes pour pouvoir réfléchir un peu sur la vie de ces femmes rurales-là, parce que nous nous plaisons, ou du moins les femmes intellectuelles très souvent se plaisent à Cotonou, elles ne s'inquiètent pas très souvent également de la vie de ces femmes qui se retrouvent dans nos campagnes. Mais j'ai un certain nombre d'interrogations. Quand je vois la directrice générale de l'Institut national de la promotion de la femme, qui aujourd'hui nous dit que la direction, ou du moins l'Institut, n'a pas organisé quelque chose dans ce cadre-là, je me dis, est-ce que l'Institut n'a pas été associé, par exemple, par rapport aux manifestations officielles qui, on nous a dit que ça se passe à Djougou? Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Est-ce que la deuxième interrogation, c'est de savoir, l'Institut est toujours greffié à la présidence de la République ou c'est sorti depuis? Parce que c'est quand même une pertinente interrogation que se posait par exemple Laurence Montero il y a quelques années, parce qu'elle se désolait du fait que l'Institut national de la promotion de la femme se retrouve dans ce qu'on peut appeler peut-être cet emprisonnement de la présidence de la République. Bon, ça pourrait ou ça pouvait quand même profiter à l'Institut. Des interrogations, laissez Mme Boko répondre. Oui, bien sûr. La première question, c'est les manifestations officielles. Bon, c'est le ministère chargé du genre qui s'est occupé d'organiser les manifestations officielles, et c'était une rencontre avec les femmes de Djougou. Et ça s'est bien passé suivant ce que nous avons appris. Personnellement, je ne suis pas allée. Et nous n'avons pas été invités non plus. Donc, c'était pas... Mais je dois quand même reconnaître que depuis plusieurs années, nous travaillons pour que l'Institut reste non pas dans l'opérationnel, et reste dans la prospective. Je répète encore, la bataille que nous faisons et qui a été l'objet de beaucoup d'incompréhension, c'est que l'Institut veut se positionner comme un organe de réflexion par rapport à la situation des femmes. Un organe d'étude, de réflexion et de proposition. À ce moment-là, l'Institut est sur le terrain pour faire des études, mais l'Institut n'est pas sur le terrain pour faire des activités avec les femmes. Et c'était l'incompréhension qu'il y avait avec les associations de femmes qui pensaient que l'Institut était leur chose, que l'Institut allait s'occuper des associations. Non, l'Institut travaille avec comme bras opérationnel les associations, parce que les associations pourraient remonter vers l'Institut les rapports, les renseignements de tous leurs travaux. Il y a énormément d'associations aujourd'hui, nous essayons de les décompter, on n'arrive même pas, parce qu'on a mis un certain nombre de critères, parce que toutes ne sont pas de vraies associations. Donc ces associations font un travail, mais on voit que ça ne donne rien, il n'y a pas de portée, simplement parce qu'il n'y a pas de synergie d'action. Tout le monde ne travaille pas dans le même sens, tout le monde ne travaille pas avec les mêmes objectifs. Et surtout, on ne capitalise pas ce qui a été fait. Donc l'Institut, depuis des années, se bat pour se positionner comme l'organe intermédiaire entre le gouvernement, l'exécutif, donc, enfin je vais dire les institutions et les associations, pour remonter vers les institutions ce qui retranscrit, ce qui remonte du travail que font les associations. Nous parlons par exemple des femmes rurales. Vous savez que les femmes rurales sont organisées en associations avec lesquelles nous travaillons et nous les rencontrons très souvent. Et ces femmes rurales ont des besoins, elles-mêmes connaissent leurs problèmes, elles savent ce qu'elles veulent, etc. Mais il n'y a personne pour porter leur voix. Et l'Institut se positionne comme l'organe de réflexion, d'analyse et de proposition et de recommandation. Reste maintenant aux institutions, l'exécutif et le législatif en particulier, de se saisir des résultats de l'Institut et de les transformer en programmes, actions. Et c'est ça qui manque, c'est cette courroie qui manque. Je vais pas vous cacher
que mon souhait le plus important, c'est que cette manière de concevoir un organe dédié aux femmes puisse prendre et à obtenir l'adhésion de ceux qui réfléchissent, parce que je pense que c'est la seule manière de pouvoir obtenir des résultats probants. Donc on va mettre de l'argent à faire des choses ici, à droite, à gauche, et qu'on ne pourra pas ni évaluer, ni capitaliser, ça ne servira à rien. Il faudra tout le temps recommencer. Et on va tourner en rond. Si nous voulons sortir de cette perte de temps et d'énergie que nous avons eue toutes ces années, je crois que c'est la solution. Et ne pas le reconnaître, c'est vraiment ne pas vouloir avancer. Puisqu'on parle donc du rôle de l'Institut et de sa mission, les femmes qui sont à l'écoute, ces femmes responsables d'associations, en quoi l'Institut peut leur être utile? Alors, nous avons fait un gros travail avec les associations. Vous savez, les associations sont initiées par des personnes qui ont une certaine sensibilité par rapport à une thématique. Et puis, cherchent des financements pour réaliser des actions en direction, pour essayer de corriger quelque chose. Et ces associations s'attendaient à ce que l'Institut soit leur bras financier. Parce que le vrai problème, c'est que les associations ne trouvent pas d'argent pour mener les actions. Donc, pendant un certain temps, les associations pensaient que l'Institut pouvait les financer. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu une sorte de rupture entre les associations et nous. Mais depuis 2 ans, nous avons repris le travail avec eux, avec ces associations. Nous leur avons expliqué ce que je viens de vous dire, qui a fait l'objet de plusieurs rencontres avec les associations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons produit des documents, nous avons fait des propositions. Le gouvernement actuel a l'air de vouloir comprendre ce que nous disons, puisqu'il a demandé, après une communication au Conseil des ministres, que les missions de l'Institut soient repensées et redéfinies. Donc nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il ne faut pas qu'on reste au milieu du gué et qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion pour obtenir réellement de quoi travailler. Les associations sont maintenant d'accord. Les associations sérieuses, j'entends, sont maintenant d'accord pour travailler tel que je viens de l'expliquer, en étant en partenariat avec l'Institut, en acceptant de capitaliser ce qu'elles font, les associations, ce qu'elles font avec l'Institut. Avant, les associations disaient, mais non, ils ne nous ont pas donné d'argent, pourquoi ils veulent qu'on leur donne nos rapports? Ils ne nous ont pas financés, ils n'ont pas droit à nos rapports. On dit non, nous on ne fait pas ça pour nous, on fait justement pour vous. Parce que si les thématiques sur lesquelles vous travaillez peuvent être portées au niveau des gouvernements, vous aurez des changements de vision, des changements de programmes, de la mise en place de programmes et d'actions dans cette thématique-là qui vous intéresse. Et je crois que cette manière de penser est en train de faire petit à petit son chemin. C'est long, ça demande de la persévérance, ça demande de la patience, mais je crois qu'on est en train de... Donc il existe un couloir, une porte entre l'Institut et le gouvernement, à travers notamment le ministère chargé du genre. Oui, à travers le ministère chargé du genre, mais les analyses qui ont été faites ont montré que le ministère chargé du genre est un ministère opérationnel. Donc, alors, ça va me permettre de revenir sur l'ancrage à la présidence de la République. Lorsque l'ancrage à la présidence de la République a été proposé, c'était parce que l'Institut se voulait être une structure fêtière, qui travaille avec tous les ministères et qui avait un ancrage fort. Mais ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné parce que nous nous sommes rendus compte que ça dépendait trop, c'était trop dépendant de la volonté politique. À partir de ce moment-là, ce n'est pas probant et ce n'est pas pertinent. Il aurait été mieux de vous instituer en une agence comme ça? Mais même l'agence dépend de quelque chose. Donc, on aurait... Mais l'FDA plus autonome que... Oui, bien sûr. Mais bon, disons que c'est vraiment une question de volonté politique. Donc, comme je disais tout à l'heure que nous sommes plutôt dans la prospective, l'orientation que nous sommes en train de prendre, c'est d'avoir comme ancrage le ministère chargé de la prospective, c'est-à-dire le ministère du développement. Et là, nos idées,
les, les contributions que nous faisons, oui. Oui, les recommandations que nous faisons, les contributions que nous faisons pourraient être prises en compte directement au moment où on pense les politiques. Alors qu'il faut attendre que le président ou bien les autres viennent convaincre ceux-là de rentrer ça dans la démarche d'organisation des politiques, alors que si nous sommes avec eux, que nous travaillons avec eux, c'est direct, il n'y a plus d'interface. Donc l'orientation actuelle, c'est celle-là. Ce n'est pas encore passé, c'est à l'étude. Nous avons fait le travail, il reste maintenant au gouvernement à valider. Bon, ça va se faire, je l'espère, incessamment, mais je suis convaincu que c'est la meilleure manière, parce qu'on a fait 10 ans, pratiquement, à essayer de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est pas facile. Donc, de donner des lettres de noblesse et de créer une institution qui soit efficace. Pas simplement une institution qui reste là pour faire travailler des gens et on met les rapports dans les tiroirs. Non. Nous avons essayé de faire quelque chose qui soit pertinent et qui serve réellement à la fois, pas seulement aux femmes, mais à notre nation. Parce que c'est toute la nation qui va en bénéficier. Gabriel Azoma, quand vous entendez tout ça, cet institut était-il vraiment nécessaire? Oui, on peut le dire parce que là, quand on parle de prospective, je pense que pour ce que nous savons de ce paysage qui est de la femme au Bénin, qui n'est pas des plus reluisants, s'il faut vraiment de la prospective et l'Institut s'inscrit dans cette dynamique-là. Mais ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, qu'on puisse quand même reformater encore l'Institut, parce que là, vous êtes en train de le proposer effectivement pour que ça ne soit pas forcément que vos propositions soient d'abord, j'allais dire, versées à un autre organe qui puisse l'étudier. Il faut que désormais l'on puisse essayer de faire en sorte que le ministère du développement durable puisse être en communion avec cet institut-là pour qu'effectivement les choses puissent véritablement décoller. Parce que vous savez, quand on parle de la femme, c'est vrai, on a dit il y a des associations qui sont sur le terrain, qui sont dans l'opérationnel, qui travaillent, mais pourquoi ne pas déjà plaider pour que ces associations puissent avoir du financement? Parce que si elles sont sérieuses et qu'effectivement elles font un travail sur le terrain, on peut plaider également pour qu'on puisse leur accorder des financements pour que ça puisse profiter à l'Institut si entre-temps on essaie de revoir donc sa composition, sa mission pour qu'effectivement, bien entendu, on ne soit plus obligé d'étudier à un point fini ces travaux pour ne pas, afin de pouvoir tenir compte de ça pour pouvoir faire émerger, j'allais dire, les activités qui se mènent à ce niveau-là. Donc je pense que effectivement, vous l'avez souligné, Vigile Avancée, il fallait vraiment créer cet institut-là, puisque, comme je l'avais souligné tantôt, nous savons tous que la condition de la femme béninoise n'est pas des plus intéressantes, et donc beaucoup de discours ont été faits pour améliorer ces conditions-là, mais on n'est pas sorti de l'ornière, comme on dit. Donc, je crois que c'est le moment plus que jamais de renforcer encore les actions de l'Institut pour qu'effectivement la femme béninoise puisse avoir, j'allais dire, sa place, son mot à dire dans nos sociétés. Le professeur Vicente Siaboko ne le veut certainement pas pour elle-même, son orgueil, mais quand vous l'écoutez, Robert Rouy, vous avez l'impression qu'elle demande un peu plus d'envergure pour cet institut, pour mieux rayonner et mieux accomplir sa mission. Tout à fait. On ne peut pas attendre moins de professeur Vicente Siaboko parce que, vous savez, c'est quand même une femme de recherche. Et je crois que le départ, ou le mauvais départ, c'était la dénomination. La dénomination de votre structure. Parce que quand on parle d'institut pour peut-être l'intellectuel, il pourrait peut-être comprendre. Institut, on sait que bon voilà, il devrait avoir des recherches, il devrait avoir un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez une femme surtout rurale ou une femme qui est peut-être dans l'opérationnel, tout de suite, elle sait, surtout quand on parle de promotion de la femme, on attend à ce que qu'on finance, par exemple, ou qu'on ait... C'est la faute à qui? À l'Institut ou à la femme rurale? Moi, je suis en train... C'est d'abord la dénomination. La dénomination. Je ne savais pas les motivations réelles qui étaient au départ, qui sous-tendaient au départ. Peut-être les recherches, c'est pourquoi ça s'est appelé Institut. Et tout ça. Bon, de toute façon, on a évolué parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la prospective, c'est ce qui est important. Maintenant, l'autre question, c'est de pouvoir savoir est-ce que les institutions de la République également sont conscientes du rôle
que devrait jouer cet institut? Parce que si je prends par exemple, vous n'oubliez certainement pas que le président de l'Assemblée nationale est favorable aujourd'hui à ce qu'il y ait plus de représentativité bien sûr, au Parlement, et qu'on passe de 8% à 17%. Mais on ne pourrait pas avoir un haut responsable, par exemple, de l'Assemblée nationale, deuxième institution du pays, ne devrait pas peut-être avoir une telle initiative sans associer, par exemple, l'Institut national pour la promotion de la femme. Est-ce que c'est fait? Est-ce que les institutions de la République sont conscientes du fait que nous devons, pour des politiques qui devraient faire, je ne sais pas, qui devraient promouvoir les femmes, on devrait quand même associer. On se voit, vous avez plus de questions ce soir que d'opinions reviendront. Oui. Encore une fois, à vous, professeur. Non, mais il a totalement raison. Mais la dénomination institut comportait déjà l'idée de recherche et de prospective. Parce que l'institut, c'est ça. C'est quelque chose qui travaille, qui fait de la recherche et qui sort quelque chose. La recherche, ce n'est pas la recherche pour les tiroirs, c'est la recherche opérationnelle. C'est la recherche pour aller vers quelque chose. Donc, c'est la recherche opérationnelle. Donc, la domination institut n'était pas malvenue. C'est la compréhension qui en a été faite. C'est le terme femme qui se rajoutait à ça et que jusque-là, la thématique femme, c'était plutôt le bling-bling, le olé-olé, quoi. Donc, les gens étaient restés dans cela. On a fait la maison des femmes, où elles pourront se rassembler, elles auront des salles de réunion, elles pourront faire leurs activités génératrices de revenus, etc. Ça existe, effectivement. Mais ça, c'est pas le rôle de l'Institut. Ça, c'est un rôle qui peut être dévolu à un démembrement du ministère, par exemple. Vous voyez, l'Institut restant vraiment un organe de réflexion. Donc, la domination ne gênait pas. Par contre, la compréhension, comme je l'ai dit d'emblée, a été faussée dès le départ. Et vous avez raison, les institutions qui parlent de femmes, les institutions de la République, quand elles veulent parler de femmes, ne s'approchent pas beaucoup. Je dois reconnaître au président Nago que lorsqu'il était président de l'Assemblée, chaque fois, nous avons fait plusieurs séances de travail avec l'Assemblée. Et chaque fois qu'il voulait sur un quelconque sujet, aborder ce thème, il nous faisait appel pour pouvoir échanger, avoir des orientations, etc. L'actuelle Assemblée nous représente, parce qu'il y a à l'Assemblée des femmes, c'est vrai, qui nous représentent, qui portent bien notre voix, je ne voudrais pas dire le contraire, mais il y a surtout des hommes à l'Assemblée qui pensent qu'ils peuvent penser pour les femmes. Je ne dis pas qu'ils pensent mal, mais ils ne sont pas des femmes. Je crois que nous ne pourrons pas dire qu'ils peuvent penser exactement les mêmes choses que nous. Donc, je voudrais utiliser votre antenne pour leur dire que nous les aimons beaucoup. Vous n'aimez pas le terme aimer, mais c'est ça. Ils se battent pour nous. Nous sommes tout à fait d'accord. Ils se battent pour nous. Mais s'ils entendaient notre voix, ce serait encore un peu mieux. Parce qu'ils pourraient sentir encore plus nos besoins et avoir une meilleure compréhension des approches qu'il faut utiliser pour satisfaire ces besoins. Donc, qu'ils n'hésitent. Nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent travailler avec nous. On ne refuse jamais. Donc, c'est encore une fois, cette thématique-là est vraiment personne dépendante. Et c'est un peu la même chose à la présidence de la République. Ça dépend. Si celui qui est là a une sensibilité pour ça, il va faire des choses. Celui qui est venu, s'il n'a pas de sensibilité pour ça, qui préfère, par exemple. Est-ce que c'est pas pour ça que vous existez, justement? C'est pas pour ça que l'Institut existe, pour aller se faire connaître? Peut-être que ces institutions, ces présidents d'institutions, utilisent, eh bien, ce qu'ils ont comme bagage, comme compréhension de l'Institut. Selon cela, ils collaborent ou non? Non, parce que, bon, de toute façon, on leur envoie nos résultats et tout. Nous partageons nos résultats, ils sont diffusés aux différentes institutions et ils nous connaissent. Maintenant, bon, peut-être que il y a des institutions phares comme l'Assemblée nationale. Oui, il y a peut-être Est-ce que quand le président de l'Assemblée nationale, il est à nouveau, par exemple, c'est de trop de demander une audience d'aller... Pas du tout. Mais vous savez, des audiences, j'en ai fait tellement qui n'apportent pas grand-chose. Mais ce n'est pas là vraiment. Le problème, c'est vraiment... on n'a pas besoin d'aller faire des salam on peut demander à collaborer. On peut
Tu dis qu'on existe? La demande existe, oui, oui. La demande, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, la demande existe. Mais lorsque les gens pensent, c'est toujours le même problème. Lorsque les gens pensent, ils pensent pour nous. Ils pensent pour les femmes, ils estiment qu'ils sont suffisamment aguerris pour penser à la place des femmes. C'est le vrai problème, c'est ça. On ne pense pas, nous allons revenir peut-être sur les femmes en politique. C'est un peu ça aussi. C'est le problème, c'est que les hommes qui pensent qu'ils sont dans ces postes de décision, qui sont là où on décide pour l'avenir de la nation, ne font pas ne réfléchissent pas de façon discriminée entre les besoins des hommes et les besoins des femmes, qui ne sont pas les mêmes. Je cite toujours l'exemple des toilettes dans un lycée, ou dans un collège, ou dans un service. Et on va penser, on va dire, il faut mettre, on va dire, bon, la fréquentation de cette école est de 3000 enfants, on va calculer le nombre de toilettes qu'il faut, etc. Mais l'idée ne viendra pas de dire, bon, on va faire des toilettes séparées pour les filles, on va faire des toilettes séparées pour les garçons. Donc, et cette manière de penser, les besoins différents, qui sont réels pour les garçons et les filles, c'est après, quand tout est fait maintenant, qu'on essaye d'écrire quelque part, réservé aux filles ou réservé aux garçons, mais au moment où on pense à la construction, on n'y pense pas. Et ce que je dis là est valable. On veut faire un marché, par exemple, dans un village. On va mettre le centre de santé à l'autre bout du village, et on va mettre, parce que c'est là-bas qu'on a trouvé de la place, et on va mettre le marché, et donc le pôle économique à l'autre bout du village, et c'est la même femme qui va aller emmener son enfant au dispensaire le matin, va traverser sur des kilomètres pour aller faire son marché. C'est pour desservir d'autres villages aussi. Voilà. Voilà. Alors que c'est pas comme ça là qu'il faut penser. Il faut penser, s'il y avait des femmes avec eux, au moment où ils réfléchissent ou prennent les décisions, ils pourraient leur dire, vous savez, c'est bien. Il faut desservir l'autre village, mais ce serait encore mieux si les femmes, les gens qui font le transport du dispensaire au marché peuvent le faire rapidement de manière à pouvoir faire quelque chose d'autre dans la journée que seulement aller juste au marché. En fait, il n'y a que les femmes pour réfléchir et bien réfléchir pour les femmes. Il n'y a pas que les femmes. C'est mieux quand les femmes participent à la réflexion sur leurs besoins. Oui, je voudrais ajouter, parce que vous savez, nous nous retrouvons dans une récession économique et une crise économique qui ne dit pas son nom. Il y a de difficultés à mobiliser les fonds au Bénin maintenant pour notre document programme quinquennal et tout ça. Donc les femmes ne devraient pas attendre beaucoup du gouvernement même quand l'Institut va pouvoir transférer un certain nombre de rapports et que les femmes attendent un certain nombre de financements. Moi je voudrais proposer par exemple à l'Institut, peut-être qu'ils ont déjà pensé à cela, c'est d'aller également à la quête des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. Parce que je sais que dans les zones rurales, des gens sont disponibles à pouvoir aider des femmes qui sont conséquentes. Là, vous rentrez déjà dans l'opérationnel. C'est vrai que l'Institut est dans la prospective, mais n'oubliez pas que l'opérationnel également, ça pourra combler d'autres attentes des femmes, parce que le besoin est là, au-delà des recherches qu'on peut faire. L'opérationnel, c'est même l'immédiateté, c'est ce que les femmes connaissent qu'elles demandent. Mais attendez, par exemple, un blanc ne viendra pas investir ou répondre à un besoin si, au préalable, il ne sent pas qu'il y a un besoin. Il ne viendra pas immédiatement lorsque vous lui exposez votre besoin tout de suite. Il viendra, certainement, il va faire comme ce serait l'Institut. Je crois que ça aura beaucoup plus de poids. Et donc, on pourrait penser à aller au contact d'autres personnes, d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir aider ces femmes d'abord, en attendant que le gouvernement ne puisse s'appuyer après avoir consulté les rapports. Surtout qu'au Bénin, nos rapports, très souvent, c'est là. C'est pour la lecture. C'est pas vraiment pour la lecture. Oui, vous répondez rapidement? Non, oui, je pense que vous aviez raison en parlant de faire la dichotomie entre l'opérationnel et la prospective. L'État pense sa politique et les bailleurs de fonds l'accompagnent. Si l'État dit aux bailleurs de fonds, dans les sous que vous allez nous donner, ou bien dans les financements que vous allez nous mettre à disposition, nous voulons que tant soit réservé à telle branche d'activité pour tel, les bailleurs le feront. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds ne font plus comme ils faisaient avant, c'est-à-dire qu'ils finançaient
comme ça là ponctuellement. Ils financent des associations pour des petites choses, mais c'est pas les plus gros financements. Les plus gros financements, c'est les accompagnements budgétaires de l'État. Et il faut que notre État sache que c'est son rôle. C'est son rôle. Et c'est pour ça que pendant des années, cette thématique a été laissée aux associations. Oui, mais justement, et que l'État... la thématique femme, c'est quand même une thématique qui attire les bailleurs de fonds, qui, en principe, attire également les financements. Attirer les bailleurs de fonds. Il faut nuancer. Attirer les bailleurs de fonds. Mais ils ont constaté que ça ne donne pas de résultats. Alors, au lieu de dire, faisons l'analyse de savoir pourquoi ça ne donne pas de résultats, ils ont dit, bon, ça ne donne pas de résultats, on arrête de financer. Donc maintenant, on ne finance plus. Mais il n'y a pas de bailleur pour l'Institut. Non, c'est pas ça. Les bailleurs d'abord financent toujours une activité, une action, ils ne financent pas. Mais on a vu par exemple sous le médiateur de la République, Albert Tewadjire, il avait des bailleurs de fonds qui finançaient le médiateur de la République. Bien sûr. L'institution, par exemple. Oui, mais ils peuvent financer des institutions, mais sur quelque chose de bien précis. C'est-à-dire que la femme, c'est précis, très précis. C'est précis. Non? Monsieur Avancé, arrêtez. Non, je crois qu'il faut comprendre que mon plaidoyer, c'est que l'État a un rôle régalien. Et il ne peut pas se départir de ce rôle régalien et le délaisser à d'autres. Et l'État doit penser sa politique, faire ses choix stratégiques et les bailleurs de fonds l'accompagnent. Si dans ces choix stratégiques, dans les choix stratégiques de l'État, il n'y a pas cette thématique, les bailleurs n'accompagneront pas. Ou ils vont saupoudrer un peu comme ça. Mais ce ne sera pas quelque chose. C'est comme l'éducation. Par exemple, l'État a décidé de faire un focus sur l'éducation. Ou bien de faire un focus sur la santé. De dire, bon, pendant les 10 prochaines années, nous allons tout mettre en œuvre pour la santé. Comme je suis en train d'entendre que ça va être fait maintenant, à mon grand bonheur. Parce que voilà aussi un secteur où on se bat depuis des années et que si l'État peut enfin jouer son rôle et que nous autres, nous allons nous reposer, ce serait bien. Donc, oui, parce qu'on a aussi envie de dormir et de profiter de la vie aussi et pas toujours être en train de bosser. On n'a pas rappelé que vous êtes aussi par ailleurs professeur en médecine, c'est cela? Donc je disais donc que l'État ne veut pas se départir de son rôle régalien. C'est lui qui décide, il ne peut pas rester en dehors de cette thématique. Et il a été pendant tout le temps. Moi je réclame de l'État qu'il assume, voilà, qu'il assume réellement sa position d'État par rapport à cette frange de la population. Et en reconnaissant que cette frange de la population a des besoins spécifiques, ne peut pas être traitée comme tout le reste de la population. On fait des choses spéciales pour les jeunes. On accepte de faire des choses pour les jeunes parce qu'on reconnaît que c'est une population différente qui a des besoins spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi pour les femmes qui ont des besoins spécifiques? Je viens d'en citer quelques-uns, moi je peux en citer d'autres encore. Donc voilà, par exemple, nous avons une grosse déperdition scolaire. Une grosse déperdition scolaire parmi les filles. Mais c'est notre État qui perd. Chaque fois qu'une fille ne va pas jusqu'au bout de ses études, c'est notre État qui perd. Est-ce qu'une actualité comme la multiplication des grossesses en milieu scolaire ces derniers mois, ces dernières années, ça interpelle l'Institut? Bien sûr. Et j'ai simplement fait un bémol sur cette thématique-là, sur cette question pour dire, nous avons plus de filles à l'école qu'il y a quelques années. Donc le ratio de filles dans les écoles, les grossesses scolaires, ça a toujours existé. Moi, je me rappelle quand j'étais en terminale, je n'ose pas dire les années, quand j'étais en terminale, il y avait déjà des filles enceintes dans notre classe. Donc il y a des filles qui ont quitté la classe, c'était il y a 50 ans, plus, et qui ont quitté la classe et qui, déjà à l'époque, étaient enceintes. Même au CM2, il y avait déjà des filles qui ont quitté le CM2 et le CM1 parce qu'elles étaient enceintes. Donc, c'est pas un truc qui est d'aujourd'hui. Mais l'ampleur est plus remarquable. Sauf que le nombre de filles dans les écoles est plus important. Sauf que les parents ont démissionné, que les parents ne parlent plus à leurs enfants, que les parents ne restent plus dans leur maison, que les enfants sont laissés à eux-mêmes devant la télé, regardant des choses. Bon, bref, je crois qu'il faut chercher la solution dans l'éducation que nous donnons à nos enfants et en particulier à nos filles. Je crois que c'est le vrai problème sur ce sujet-là, c'est le problème de l'éducation. Ça se passe à la maison.
toutes les filles, je dis bien toutes les filles, vous écoutez ce qui se dit actuellement avec l'histoire du harcèlement sexuel. Je ne connais pas de femme qui pourra dire je n'ai jamais été harcelée. Elles diront plutôt 10 fois qu'une. Donc il faut plutôt donner aux femmes la capacité à résister. Voilà. Il faut apprendre à nos filles à dire non à un certain nombre de choses. Et c'est tout ce qu'on peut leur faire. Ce n'est pas en leur donnant des préservatifs ou en les mettant sous pilule ou en les piquant. Donc vraiment, et ça crée encore d'autres problèmes. Moi, je suis contre cette politique-là. Je crois qu'il faut que les parents, mais est-ce que la ça société... piquer les femmes, je n'avais pas eu l'idée, mais est-ce que c'est pas mieux, ça ne préserve pas carrément contre tout accident? Et le sida, et toutes les maladies qui s'en suivent. Et une fois que la fille est stérilisée, qu'elle sait qu'elle ne sera plus enceinte, mais c'est... Bonjour les dégâts. Mais au moins, là, elle continue ses études. C'est pas sûr qu'elle continue ses études parce qu'elle fera beaucoup d'autres choses plutôt que les études. Non, je crois qu'il faut être sérieux et qu'il faut que nous trouvions les bonnes solutions aux questions qui se posent. Les solutions qui sont proposées là, pour moi, c'est pas les bonnes solutions. Et dans quelques années, on va revenir là-dessus. Il faut que nous refassions un réarmement moral dans ce pays parce que sinon, c'est pas possible. Gabriel Zoma. Oui, Romuald, tu as tout à l'heure insisté sur l'opérationnel. Je pense qu'il faut plutôt laisser l'Institut investir ses énergies dans la prospective parce que tant que vous n'avez pas fait baliser le terrain, tant que le défrichement n'a pas été fait, vous ne pouvez pas semer sur une terre qui n'est pas bien préparée. Donc, si vous le faites, vous êtes sûr de ne pas avoir des résultats qui sont attendus. Donc, je pense que la prospective, c'est important, mais on a parlé tout le temps de l'État, de l'Institut, mais on n'a pas parlé des familles. On n'a pas parlé du citoyen lambda qui déjà peut faire des choses pour stopper certaines pressions qui se font sur la femme et qui forcément amènent les instances à faire des réflexions. Je pense que si déjà les familles, les hommes peuvent déjà faire l'effort de reconnaître à la femme ce qui lui revient de droit dans les ménages, on parle des violences sur les femmes par exemple, on n'a pas besoin forcément de financement ou de réfléchir pour mettre un thème à ça. Déjà, donc il faut que les citoyens à la base puissent essayer de s'approprier ces notions-là pour qu'effectivement on ne puisse plus continuer à mettre ces genres de pression sur la femme. On a parlé de harcèlement, on n'est pas obligé de continuer à cautionner ces pratiques dans les milieux scolaires. On a parlé des grossesses en milieu scolaire qui, ces derniers temps, effectivement, connaissent une recrudescence qui ne dit pas son nom. Donc, je pense que c'est des choses déjà qu'on peut éviter ici et maintenant pour ne plus amener, bien entendu, des instances à être obligés de réfléchir, à trouver des solutions pour ces genres de situations parce que forcément, on ne va pas toutes les fois attendre que l'État puisse essayer de poser des actes pour que l'on puisse promouvoir la femme, puisque là, chacun de nous est responsable de ce qui arrive d'une manière ou d'une autre à des femmes. Il y a des femmes également qui sont complices. Donc il faut apprendre à éduquer la femme, parce que ça part également de là. Déjà la jeune fille, et comme l'a dit la directrice, pas forcément demander à la femme d'utiliser le préservatif ou encore d'autres méthodes, mais il faut qu'elles apprennent effectivement à dire non à certaines choses, à s'affirmer ou à s'afficher en société pour qu'effectivement elles-mêmes soient au devant de la scène pour se prendre en charge et éviter certaines choses qui leur arrivent. Professeur Business Avocat, parlons de l'autre sujet, les femmes en politique. Je me rappelle quelques années, celui-ci qui disait qu'il allait amener les députés à Porte-Novo par wagon. Il me semble que c'est également ce que le président de l'Assemblée nationale actuelle, Maître Adrien Ngouedi, entend faire. Mais cette fois-ci, ce wagon, c'est le wagon des femmes. Il y a quelques jours. Ça, c'est plutôt de l'opérationnalité, c'est du concret pour l'Institut. Vous trouvez que 17% de femmes à l'Assemblée, c'est du wagon? Vous étiez combien avant? Je suis d'accord que c'est une amélioration, mais c'est pas encore le wagon. Hein. Le wagon, c'est quand nous serons 52% à l'Assemblée, proportionnellement à la population. Non, je crois que c'est une bonne idée. C'est déjà une bonne idée de penser qu'il faut plus de femmes à l'Assemblée. C'est une bonne idée. Je reconnais que je suis pas trop enthousiaste à cause des méthodes qui sont proposées pour arriver à cette bonne idée. Malheureusement. Non, je crois que l'augmentation des femmes repose sur l'augmentation du nombre de députés. Je me plais tout le temps à dire que ça veut dire que les hommes ne veulent pas céder un bout de place pour que les femmes s'asseyent.
Donc, c'est ce que nous étions en train de dire ici. Et si par hasard, le nombre de députés n'augmentait pas? Mais est-ce qu'on a fait l'hypothèse du nombre de députés? Vous n'êtes pas capable d'aller à l'Assemblée de vous-même. On a trouvé un mécanisme pour vous aider. Et vous trouvez que c'est... Je n'ai pas trouvé un mécanisme pour nous aider. On a trouvé un mécanisme pour avoir un peu... C'est pas les 17% de femmes à l'Assemblée qui vont changer beaucoup la donne. Mais c'est déjà mieux. En tout cas, personnellement, j'aurais préféré que à ce colloque, à cet atelier, on dise, voilà, nous voulons tant % de femmes, nous souhaitons avoir 20% jusqu'à 25%, on avait dit 30%. 30% de femmes à l'Assemblée. Et il y a des manières de discriminer pour qu'il y ait des femmes à l'Assemblée. Il suffit de les positionner à des postes éligibles. Au lieu de les mettre en suppléant, au lieu de les mettre en 5e position, au lieu de les mettre sur les listes électorales. C'est ce qui a été fait juste là. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé d'améliorer ces pratiques-là? Moi, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je joue là le rôle de Candide, je sais pas quoi, mais je veux pas dire la même chose. Tout le monde applaudit. Moi, je n'applaudis pas. De toute façon, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Et mon opinion, c'est que ce mécanisme qui nous est proposé, pour moi, il est dévalorisant. Et je pèse mes mots. Moi, j'aurais préféré qu'on nous dise, oui, nous allons désormais considérer les femmes qui sont dans nos partis. Ne pas les décourager. Nous allons faire une politique pour faire garder. Parce que les femmes vont dans les partis, sauf qu'elles ne restent pas. Elles ne restent pas pour différentes raisons. Le milieu politique est un milieu violent, où les gens, lorsque vous avez parlé, lorsque vous êtes une femme et que vous avez parlé et que vous êtes en minorité, tous les hommes qui sont là, ils vous raillent, ils se moquent de vous et tout cela. C'est difficile d'accepter ça pour un certain nombre de personnes. Et c'est pas normal. Moi, je crois que ça commence... On ne va pas changer la politique pour les femmes. Non, on peut changer le comportement. On peut changer le comportement politique. On peut se dire, désormais, nous allons essayer d'être un peu plus corrects. Regardez le débat sur la parité. J'ai toujours le film du débat à l'Assemblée sur la parité. Vous avez entendu ce que nos députés ont dit. Donc, c'est ce genre de choses. Et ça a été dit publiquement. Donc, au moins, on peut relire ça. C'est sur la place publique. Mais dans les réunions, c'est pareil. Donc, vous avez des hommes en face de vous qui vous disent des choses qui sont désagréables. Donc, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés. Les gens ne restent pas. Ça, c'est la première chose. Troisièmement, lorsqu'on veut mettre des femmes, on leur donne toujours des postes. C'est celles qui portent le café. Si vous voulez participer au débat intellectuel, on se moque de vous en disant, voilà, elle veut penser plus fort que nous, elle pense qu'elle est plus intelligente que nous, Cette manière de dénigrer les capacités intellectuelles des femmes, c'est ça que moi je refuse. Reconnaître, est-ce que il est dit quelque part que parce qu'on a une enveloppe de femmes, notre cerveau est a moins d'acuité intellectuelle que le cerveau de l'homme. Et pourtant, on dit, oui, si c'est... on imagine qu'elle ne peut jamais avoir les idées aussi bonnes qu'un homme. J'ai même vécu ça. Parce qu'on vous dit, bon, vous faites une idée, vous donnez une idée lumineuse. Je dis bien lumineuse. On va prendre l'idée, on va aller faire vérifier ça chez d'autres hommes d'abord, avant de l'appliquer. Et on ne dira jamais que c'est vous qui avez eu cette idée. On ne dira jamais que cette idée vient de vous. Voilà. Donc, je pense que dans cette démarche-là, je suis désolée de le dire, mais je le pense sincèrement. Vous savez, aujourd'hui, à mon âge, je ne crains plus rien. J'attends plus que la tombe. Donc, je pense que c'est une manière de ne pas respecter les femmes. Je pense que c'est dévaloriser les femmes. Il aurait mieux valu qu'on dise aux femmes, voilà, nous allons mieux faire, au lieu de faire les listes électorales à 2h ou 3h du matin, quand vous avez couru pour aller vous occuper de vos enfants ou de vos maris, et nous allons nous arranger pour que vous ne soyez pas sur les listes. Mais ça, c'est la caricature. Toutes les listes ne se la font pas à 2h du matin, non? Si. Toutes les listes se font à 2h du matin. Ça, je peux vous le garantir. Ça, c'est la politique aussi. C'est la politique aussi. Et non seulement ça, lorsqu'une femme est en politique, on la traite de tous les noms. Je n'ose pas dire les noms d'oiseaux avec lesquels on traite les femmes qui sont en politique. Elles sont tout ce que vous voulez. Donc tout ça là, les femmes,
elles n'osent pas. Celles qui n'ont pas du cran, elles se disent, ah, mon mari va faire... Même si le mari est d'accord. Et parfois, il y a même des hommes qui sont d'accord, mais qui refusent uniquement parce qu'ils ne veulent pas voir le regard des autres sur leur femme. Ils sont d'accord que la femme participe, hein. Ils sont entièrement d'accord. Mais ils disent non parce que ce sera mal vu par les autres. Vous voyez, nous sommes dans ce carcan-là. Oui, mais est-ce que votre discours est réaliste? Cette lecture est réaliste? Puisque la politique, c'est tout simplement ce que vous décrivez. Est-ce que c'est fait pour les femmes, enfin, contre les femmes? Non, c'est pas fait contre les femmes, mais c'est pas. Quand il s'agit des femmes, c'est encore particulier. Je suis d'accord que c'est une lutte de pouvoir. La politique, c'est une lutte de pouvoir. Entre les hommes, ils font la même chose, mais ça a moins d'acuité que pour les femmes. Ça, c'est vrai. Que les hommes aussi se font toutes les entourloupes là, excusez-moi le terme, mais c'est moins criard que pour la femme. Est-ce que c'est pas là qu'il faut aller faire le réarmement avant de venir vraiment assaillir l'Assemblée nationale? Non, je crois que le réarmement, l'Assemblée nationale, c'est le stéréotype de notre politique. Tout à fait. Donc le réarmement, c'est encore une fois, le réarmement, ça commence dans nos maisons. Ça commence l'éducation de nos garçons. Ça commence par l'éducation de nos filles. Dire à nos garçons que les filles, leurs sœurs, leurs amis sont leur égales. Quand vous voyez un garçon qui dit, ah, moi je veux une fille qui ne dise rien, qui soit cool, qui ne parle pas, qu'on n'entend pas, qui ne me dérange pas, c'est mal parti. Mais chacun a sa préférence dans la vie. Oui. Il y en a qui veulent aussi de femmes bruyantes. Voilà. Oui, mais bon, généralement, quand vous les écoutez, ils disent, ah non, on veut pas d'histoire, etc. Donc, je crois que ça, c'est l'éducation. Il faut que nos garçons comprennent qu'une femme qui peut leur apporter, les enrichir. Parce que normalement, lorsqu'on est à deux, on doit s'enrichir mutuellement. Ce n'est pas seulement l'un qui apporte à l'autre. L'un apporte quelque chose et on se complète. Donc on doit s'enrichir mutuellement. La relation doit entraîner un enrichissement moral, intellectuel, financier aussi mutuel. Donc on s'entraide. On va pas dire, ah, c'est moi la tête pensante et toi c'est la queue qui suit. Donc je crois qu'il faut qu'on commence par cette éducation-là. Et dans quelques années, et aux filles aussi, il faut que nous leur apprenions à pouvoir affirmer leurs idées, à pouvoir s'exprimer. Vous ne savez pas le travail, la bagarre que je fais avec toutes les jeunes filles qui sont autour de moi. Vous pensez quelque chose, dites-le, personne ne va vous manger parce que vous avez exprimé votre idée. On va peut-être vous chahuter, on va peut-être vous enquiquiner un peu, mais vous allez vous en changer. Le changement, c'est vous. Le changement, c'est vous, les femmes, ces filles à qui vous parlez. Regarde-moi, oui. Oui, bon, moi je crois que les pesanteurs sociologiques ne sont pas en faveur surtout des femmes, surtout parce que je trouve que on nous a déjà habitués. On a déjà cette tendance à éduquer la femme en disant ben vous devez soumission à un homme de tel. Mais je voudrais quand même qu'on se félicite de cette proposition, par exemple, des hommes. Du président de l'Assemblée nationale d'abord. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, il faut quand même se féliciter de un peu de ça, parce qu'il faut avoir quelque chose que de ne rien avoir. De ne rien avoir. Maintenant, peut-être dans la faisabilité, on pourrait voir, on va discuter. Et n'oubliez surtout pas également, dans la politique c'est un jungle. Et véritablement, pour y aller, il faut avoir franchement une tête d'acier. Hein. Il y a des risques. Même pour les hommes. Il y a des risques. Donc, si vous n'êtes pas disponible, bon, parfois la femme est appelée à choisir peut-être entre son foyer et également entre un certain nombre de choses. Donc, bon, je crois que l'Institut devrait aussi préparer nos jeunes filles qui veulent aller dans cette... dans ce milieu-là, ouais. à pouvoir se préparer à ça. Parce qu'il le faut. Il faut savoir que c'est une bataille. C'est une bataille parce que vous appelez à être égal devant la loi. Donc, il faut être prête. Quand vous êtes femme, il faut être prête pour ça. Et donc, en tout cas, pour le moment, moi, je trouve qu'on pourrait saisir
cette opportunité-là des hommes et discuter après pour la faisabilité. Gabriel Zoma, est-ce que les femmes ne devraient pas savoir que si les hommes ont 10 fois d'efforts à faire, que l'état des lieux aujourd'hui, c'est qu'elles ont 20 fois d'efforts à faire, et partir déjà sur cette base-là? C'est pas plus facile ainsi. C'est vrai de le dire comme ça, mais je pense que quelque part, il faut qu'on apprenne à tuer ce matisme des hommes là qui ont tendance à tout caporaliser, oui, effectivement, parce les que femmes dans les tout à l'heure, la bêtise, il y a des femmes dans des partis politiques, mais qui, vous savez, parce que quand on n'a pas réglé le problème de l'argent politique, on n'est pas à même de pouvoir positionner les femmes à des postes stratégiques, puisque là, quand il y a élection et que X, qui n'est même pas dans le parti, qui a un peu d'argent, on a plus de facilité à le positionner. Même si X est une femme et qu'elle a de l'argent, ça passe aussi. Ce n'est pas toujours le cas, c'est parce qu'on a toujours vu au Bénin comment ça se passe. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes, quand vous n'avez pas c'est l'argent, ça n'a pas de l'argent. Oui, mais excusez-moi, est-ce que c'est ça la politique? Il faut déjà que nous commencions à faire la vraie politique, le débat d'idées. Et que nous n'allions pas en politique pour nous-mêmes, comme je dis. Ce serait une espérance. Il serait vraiment qu'on fasse le vrai. Est-ce que c'est ça la politique? C'est pas ça la politique. Il faut que nous réapprenions à faire la politique. C'est contre tout ça qu'il faut se battre, Madame Vicente. Absolument. Nous arrivons au thème de cette émission. Oui, vous avez quelque chose? Un mot de fin. Si vous en avez. Oui. Bon, j'aimerais simplement d'abord vous remercier les auditeurs qui nous ont écoutés. J'espère que je n'ai pas heurté quelques sensibilités, mais j'aime la franchise et je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons un long chemin. Je voudrais simplement rappeler que au Forum économique de 2016, il a été notifié que si les choses restent en l'état et que l'on ne fait pas une politique de discrimination positive pour les femmes, il faudra attendre l'année 2186. On ne serait plus là. 2186 pour que on puisse avoir un semblant d'égalité. Et encore, ce n'était même pas l'égalité parfaite pour les femmes. Donc, je crois que nous n'allons pas attendre ça. Il y va du développement de nos nations. Il y va du bonheur de nos populations et du bien-être de nous tous ensemble réunis. Donc, je crois qu'il faut savoir utiliser les compétences et l'intelligence des femmes. Pressons les choses, et cela dépend de chacun de nous tous, auditeurs et acteurs présents ici dans ce studio. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Mohamed Liamidi à la technique. On vous donne rendez-vous demain à 18h. La journée de la femme s'est terminée. Merci. Cherche ton souffle dans les soleils. Les vents aiment jouer avec tes cheveux. Je lis tes rêves d'enfant dans tes yeux. Je dis femme, femme, respire, femme, respire. Femme, femme, monte ton sourire. Femme, bouge. Tu verras la vie est dans les vents. Je dis danse sur le sable brûlant. Yeah. Tu verras la vie est dans les vents, les vents. Je dis danse sur le sable brûlant. Si tu trouveras, femme, cherche ton souffle dans les soleils. Les vents aiment jouer avec tes cheveux. Je lis tes rêves d'enfant dans tes yeux. Je dis femme, femme,
Soleil FM. Il est 20h. Le Grand Point, édition de 20h. Soleil Info, les titres.